Je m'appelle Gillian, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai rejoint Next Sales. Avant, j'étais en alternance, BTS MCO exactement, dans un magasin spécialisé où on vendait tout ce qui était articles de fête, feux d'artifice. Je me suis beaucoup questionné si vraiment l'entrepreneuriat c'était fait pour moi. Et ensuite, j'ai passé le cap de contacter Axel et ça a vraiment fité directement. C'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu me lancer dans le closing en fait. J'ai commencé le sport parce que j'avais 155 kg à perdre. Je vais au sport 6 fois par semaine et du coup 2 fois par jour. Je fais pas ça pour le plaisir, c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que sans le sport, je serais plus moi-même, clairement. Je noyais mes émotions dans la nourriture. J'ai décidé tout simplement de les noyer dans le sport pour justement avoir une meilleure condition physique. Je pense que toute personne qui est en obésité aujourd'hui et qui a perdu du poids pourra le comprendre. Ça a été simplement un déclic. Le déclic de ne plus pouvoir se voir dans le miroir, de penser à sa santé. Une fois que les résultats apparaissent, c'est motivant et après c'est un engrenage positif pour le coup, mais qui fait que tu instaures vraiment un nouveau mode de vie. Moi aujourd'hui j'ai perdu 50 kg, je les ai perdus parce que j'avais pas le choix. Si vraiment je m'étais pas donné cette motivation, cette discipline de me dire je vais m'en sortir, mais jamais personne l'aurait fait pour moi. Quand je démarrais le closing, je comptais vraiment chaque euro sur mon compte bancaire. Clairement, je mangeais des pâtes en fin de mois avec ma chienne parce que j'avais pas de quoi lui acheter des croquettes. Je dirais qu'il y a vraiment un avant et un après closing. Exemple simple, c'est qu'en février, je m'installe vivre sur Bali. J'ai un voyage prévu en septembre au Japon. C'est vraiment les rêves que j'ai toujours voulu faire, que j'ai tout simplement transformé en réalité. Pour moi, 2026, ça va vraiment être décisif sur l'aspect professionnel, mais également sportif. Je me vois que m'améliorer davantage, me pousser davantage, exceller davantage dans tout ce que j'entreprends. Ça va vraiment être une des meilleures années de ma vie. Là, j'attends Axel qui va arriver. On va travailler sur mes calls et on va faire des écoutes. Ah, le voilà. Hello. Ça va, Gillian? La forme? Bah et toi, en forme? Ça va, toujours en place. Génial. Bienvenue dans ma maison. Je vois que t'es dans les cartons. Ouais, je déménage sur Bali là en février. C'est vrai? Ouais. T'es incroyable. C'était un vrai objectif que t'avais toi, Bali. Oui. Bali, pas particulièrement, mais à l'étranger en tout cas. Ouais, partir en Asie, je me rappelle, c'est le premier truc qu'on s'est dit quand on a échangé, quand t'es rentré chez nous, que tu voulais justement partir en Asie. En fait, au final, c'est chose faite. Exactement. Bientôt. Bravo, mon ami. Bon, mon cher Gillian, content de faire ce petit coaching en physique. Avant qu'on commence, bon, évidemment, toi, tu as eu beaucoup, si tu veux, de montées en compétences, de remises en question par rapport au closing, par rapport à ton style en tant que sales. Il y a eu plein de succès que tu as eu, mais également d'échecs. C'est quoi potentiellement les 3 points aujourd'hui que tu aimerais qu'on travaille? Je pense qu'on va aller chercher pas mal de choses, mais voilà, me dire les 3 points aujourd'hui que tu aimerais optimiser. Le premier déjà c'est mon cadrage en fin d'appel. C'est-à-dire que j'ai vraiment tendance à laisser partir trop rapidement le prospect sans forcément creuser un petit peu par rapport à sa réponse aux objections. Okay. Le deuxième point c'est également le côté un peu trop friendly. Okay. Ça je sais que ça fait partie de ma personnalité mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est sur les points de douleur où par moments c'est pareil, j'ai l'impression de les survoler. Donc cadrage en fin d'appel. L'aspect trop friendly et justement les points de douleur. C'est ça. Et ce que j'ai tendance à oublier, c'est également de challenger sur l'investissement. Avant de faire le pitch, tu sais, en mode de vraiment lui demander s'il a la possibilité d'investir. Ça, j'ai du mal à l'appliquer pendant mes appels. Ok, donc l'aspect budget. Bon, là déjà, en fait, tu abordes des points qui sont assez différents parce que tu as d'un côté ton process en tant que sales et un peu ton identité en tant que sales. Il y a beaucoup de commerciaux, si tu veux, qui ont de la difficulté à closer en one shot ou potentiellement vont plutôt être axés sur du closing en 2 appels. Et d'un autre côté, tu as, si tu veux, aussi des problématiques qui sont plus liées à quel point tu vas t'intéresser à ton prospect, etc. Tu vois.
Déjà, moi, je pense que le premier point aujourd'hui qu'on a à travailler, et en fait, toutes ces problématiques, elles sont liées, c'est un peu ta posture en tant que sales. Ma question aujourd'hui, est-ce que toi aujourd'hui, tu estimes en termes de posture commerciale que tu es plutôt dans le top niveau, dans le moyen niveau ou dans le bas niveau? Je dirais le moyen parce que ça dépend vraiment des calls, tu vois. C'est vraiment mitigé, je dirais. Ok. C'est-à-dire ça dépend vraiment des calls. Bah, c'est qu'en fait, c'est vraiment en fonction de l'énergie que je vais avoir pendant un des calls. Pour autant, je vais avoir mon énergie au max du max et ma posture me convient. Et pour autant, je sais très bien que dès le début de l'appel, je ne suis pas forcément dedans et que ça a une incidence sur mes calls, concrètement. Est-ce que aujourd'hui, quand par exemple tu parles à des gens, des prospects qui sont peut-être plus âgés que toi, qui ont plus d'expérience, plus de caractère et qui vont, si tu veux, te rentrer un peu plus dedans, est-ce que c'est des gens avec qui du coup tu vas garder la face ou tu peux avoir tendance à t'écraser? M'écraser, non. Ok. M'écraser, non, parce qu'en soi, s'il est là, c'est que c'est lui qui a demandé d'être là. C'est vraiment à la fin, si tu veux. À la fin, concrètement, parce que durant tout le call, si j'arrive pas à comprendre la problématique, je lui pose la question. Qu'est-ce qui fait que tu es ici? Pourquoi tu as pris cet appel? Pourquoi tu n'as pas essayé tout seul avant, etc. Je le challenge quand même pas mal. Mais c'est vraiment à la fin où par rapport à la réponse des objections, j'ai trop tendance à le laisser partir. Et là, du coup, ma posture, tu vois, vraiment, elle pèse. Ok, intéressant. Pourquoi tu le laisses partir? Parce qu'en fait, au final, quand tu incites une personne à passer à l'action, bah, tu lui rends service. Qu'est-ce qui fait que de ton côté, tu n'arrives pas à closer en fait, le deal et aller jusqu'au bout? Concrètement, je pars dans l'idée que je suis un vendeur. Ah, d'accord. Ok. Ce qui fait qu'en fait, concrètement, à la fin de l'appel, je panique entre guillemets dans le sens où je vais louper ma vente. Alors que non, en fait, mon but, c'est justement je suis sa solution. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Même au-delà de l'accompagnement, en fait, comment je peux l'aider? En fait, je pense qu'il y a de ça qui fait qu'aujourd'hui, ma posture en fin d'appel est mitigée. Quand tu dis du coup que tu as l'impression que tu es un vendeur, c'est-à-dire? C'est que dans le sens où je vais penser comme un vendeur où je veux absolument faire ta vente, faire ma vente pour avoir ma commission. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'une personne quitte l'appel, ait besoin de réfléchir et derrière achète? Selon toi, il va se passer quoi? Est-ce que tu penses qu'elle va plutôt avoir tendance à ne pas te rappeler ou à revenir vers toi et signer? La plupart du temps, c'est ne pas rappeler. Hein. Pourquoi? Bah, du coup, moi, je suis sur du B2C, plutôt sur de l'accompagnement. Ouais. De toute façon, les résultats le prouvent par eux-mêmes. C'est qu'en R2, je dois avoir 10% de personnes qui ont signé en R2. Tu vois. Mais tout le reste, on sait très bien qu'il y a une autre raison derrière. Ok. Et dans ce cas-là, pourquoi tu les laisses partir alors? Je me sens trop oppressant. Ok. Je me sens trop oppressant. Et en fait, justement, c'est de là où je me dis, ok, si je continue, je vais perdre ma vente. Ok. Tu vois. Et en fait, c'est là où je me dis, peut-être que si je la laisse, tu vois, elle va revenir. Mais pour autant, c'est contradictoire parce que je sais pertinemment que je vais pas avoir de nouvelles. C'est quoi majoritairement, tu vois, les leviers que tu utilises avec tes clients quand tu as l'impression d'être oppressant? C'est quand je challenge sur la tarification. Ok. Tu vois. Et également, quand on la retrouve beaucoup, cette objection, mais je dois en parler à quelqu'un. Aujourd'hui. Ça, c'est justifié. Oui et non, en sachant que oui et non. Alors je dirais oui et non, pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu poses la question en amont, parce que je le fais pendant la découverte, concrètement, si elle doit se positionner, est-ce qu'elle a besoin de cette personne-là? La réponse à 100% des cas, c'est non. Et quand tu passes sur la fin et que du coup tu fais ton pitch et que du coup c'est la solution à sa problématique et que tu annonces la tarification, ça fait un budget, c'est un investissement, il faut absolument que j'en parle. Ok. Et du coup, dans ces cas-là, ce que j'implémente, c'est que tout simplement, je dis ok, mais concrètement, si aujourd'hui, on devait enlever du coup votre partenaire, quelle est la décision que vous prendriez aujourd'hui? Je signerais. Tu vois, concrètement, j'essaie de faire valider ça à quasiment tous mes calls. Et une fois que je laisse partir, tu as la réponse, en fait non, du coup, mon conjoint ne veut pas. Ok. Là, il y a deux problématiques dont tu me parles. D'un côté, tu me parles d'une objection. Je vais te donner la réponse sur comment la traiter. Et d'un autre côté, tu me parles en fait de la posture que tu as et le fait d'être oppressant. Tu mets combien de temps à te former pour la vente de l'offre? Comprendre le discours, bien amener le discours, bien expliquer. 3 jours, allez, une semaine grand maximum. Mais Ok, tu prends une semaine justement pour apprendre, mais après derrière ton discours, ça fait combien de temps que tu es dans ton offre? Ça va faire quoi? 7-8 mois. 7-8 mois. Ton discours, il a changé entre quand tu as commencé et maintenant. Et oui. Si toi, tu as pris 8 mois à savoir l'expliquer, imagine quelqu'un à qui tu as parlé au téléphone, qui t'a eu en visio, qui ne te connaît pas, qui doit expliquer à son mari, sans replay, sans rien, la valeur de ton produit. Tu ne vendras jamais à quelqu'un qui doit en parler à son mari. Tu dois vendre à la personne, être sûr qu'elle est closée, faire monter en niveau de conscience l'autre personne et closer les deux en même temps.
Donc tu dois organiser un deuxième rendez-vous avec le mari ou la femme pour le closer en même temps. Ok. Tu n'arriveras jamais à closer quelqu'un qui n'est pas là. Quand tu gères un appel en fait, commercial, etc. avec ton prospect et que tu es vraiment dans une logique, je veux aider cette personne, je veux être la solution, la vente est une conséquence. Tu vois, c'est pas toi qui dois forcer la vente. Au final, c'est ton prospect qui, entre guillemets, va acheter tout seul. Tu vois, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils aiment acheter. Si tu prends un call dans la logique où je suis un vendeur, tout ton processus, si tu veux, de vente, il sera biaisé parce que tu seras uniquement dans des questions qui seront axées à vendre. Toi, les questions que tu dois te poser, c'est est-ce que la solution que je vends, en fait, au final, le prospect que j'ai en face de moi en a réellement besoin et a vraiment la volonté de changer. Je pense que tu regardes le mauvais problème et que tu devrais plutôt te concentrer sur est-ce que je lui ai posé les bonnes questions pour lui faire prendre conscience que c'est la solution dont il a besoin. Ma question, c'est est-ce que du coup, quand tu as des gens qui n'ont pas envie d'avancer, est-ce que tu penses que c'est toi qui as drivé la vente ou c'est eux qui étaient venus acheter? Est-ce que tu les as amenés à vouloir acheter ou est-ce que c'est toi qui as plutôt essayé de vendre? Et en fait, c'est ça une question de posture, c'est que, je te donne un exemple, quand tu vends du high ticket et que tu vends un programme qui vaut 30, 40, 50 000 euros et que tu envoies un contrat au gars, tu n'es pas en train de lui vendre quelque chose, il est en train d'acheter une solution pour lui-même. Et s'il n'a pas envie d'avancer, c'est son problème en fait. Tu vois. Bon, certes, il y en a certains qui ont besoin de réfléchir, mais tu dois être aussi à l'aise sur le fait de confronter les gens, que la décision elle est maintenant et tu dois être à l'aise avec le fait de le perdre en fait. Deuxième point que tu m'as évoqué du coup, c'est l'identification des points de douleur. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Tu as deux types de profils. Tu as ceux qui vont se livrer d'un coup, qui vont un petit peu expliquer leur mal-être. Dans ces cas-là, c'est plus simple entre guillemets parce que tu listes et après tu viens creuser en profondeur. Et tu as ceux qui ont du mal justement à en parler. Et quand tu as des personnes qui ne sont pas forcément trop bavardes ou qui sont un peu plus fermées, en fait, c'est de là où je me dis comment je peux faire pour aller trouver quelque chose. Tu vois? Est-ce que tu me permets d'être un peu, d'aller toucher des trucs un peu, un peu sensibles? Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais des douleurs profondes que dont tu n'as pas voulu parler à des gens, tu vois, et tu étais fermé, hermétique et entre guillemets presque tu protégeais ton intimité? Ouais, il y en a une en particulier. Vas-y. C'est une... Si tu veux nous la partager, ouais, avec grand plaisir, j'ai plus aucun souci avec ça maintenant. C'est une phase où justement je réapprenais à bien manger et concrètement je venais de manger le soir, j'avais encore faim. C'est-à-dire que j'avais beau manger quoi que ce soit, j'avais encore faim. Et en fait je suis un petit peu rentré dans une crise d'hystérie concrètement, c'est-à-dire que je voulais manger du sucre mais d'un autre côté je voulais pas le faire pour moi, tu vois. Et en fait j'ai complètement pété un plomb, c'est-à-dire que je tournais en rond, j'étais énervé. Ici? Oui, là-bas. Parce qu'en fait, j'ai tapé dans le canapé de nerfs parce que vraiment, j'étais en manque de sucre réellement. Et c'est vraiment en manque de sucre. Et en fait, je suis parti me coucher. Concrètement, je suis parti me coucher en pleurs. C'est fort, tu vois. Une fois que je me suis réveillé le lendemain, je me suis dit, je l'ai fait. Et ça, c'est quelque chose que je dis pas forcément parce que ça reste quand même très privé quand même. Mais au-delà de ça, on peut nous prendre pour un fou quand on raconte ce genre d'anecdote, tu vois. Mais c'est quand même ce qui a fait partie d'un élément déclencheur de ma transformation, si tu veux. Ok. Bah déjà, moi je suis hyper inspiré par ton parcours, je tiens à te le dire. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu justement faire cette vidéo avec toi. Tu as eu une douleur qui était très profonde, potentiellement dont tu ne voulais pas parler. Qu'est-ce qui t'aurait permis de te dire « Ok, je vais lui partager ce moment dur que j'ai vécu » parce que c'était une vraie douleur que tu as eue. C'était la confiance. La confiance parce que j'aurais été assez à l'aise pour me livrer davantage. Et si pendant tout le long, justement, il me mettait en confiance, je me serais livré. Ouais. Ok. Et du coup, une autre question. Comment selon toi une personne elle peut avoir confiance en toi si elle a l'impression que tu lui poses que des questions de vendeur? Et du coup, quand tu poses des questions qui vont plus profond et qui sont plus, on va dire, authentiques, est-ce que tu as l'impression que tes appels se passent mieux? Oui, largement. Pourquoi? Parce que tu es détaché de la vente. Et donc, du coup, tu crées une vraie connexion. Le business, en tant que tel, et même la vente, c'est une connexion avec une personne et c'est une réponse à un besoin. Si tu es constamment en train d'essayer de vendre et poser des questions parce que tu as un script, tu vois, là, tu me parlais des étapes, etc. Si tu es constamment bloqué sur ton script, en fait, les douleurs, les vraies douleurs, tu ne vas pas savoir les écouter, tu ne vas pas savoir les creuser. Donc, ce qui est super important quand tu fais le moment où tu vas faire une qualification, c'est vraiment d'être ultra connecté avec ton client et vraiment d'aller chercher genre la question qu'on lui a jamais posée. Et pas la question que le commercial lui aurait posée pour justement closer. Tu vois.
C'est ça en fait la différence entre des commerciaux basiques et des très très bons sales. C'est qu'en fait, tu fais pas que des questions de sales, tu crées des connexions en fait. Donc je pense que le problème, il n'est pas dans le fait que tu ne sais pas creuser les douleurs. Je pense que c'est plutôt surtout la posture dans laquelle tu abordes en fait ton appel. Ça me permet d'enchaîner sur le point que tu m'as évoqué qui est le côté très friendly. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ben, c'est que ça fait quand même partie de mon essence. Mais pour autant, tu vois, je pense que ça dépend vraiment du type de prospect. Si je suis trop friendly, du coup ma posture, bam, tu vois. Et pour autant, j'ai été moins friendly. Je lui ai mis un cadrage, un visage un peu plus fermé, mais pas non plus dans l'excès. Et pour autant, j'ai closé. On va dire par exemple les hommes politiques. Ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup de pouvoir. Pourtant, est-ce qu'ils ont l'air très friendly? Non. En fait, si tu veux, dans le business, le côté friendly, ça marche quand tu as créé une relation. En fait, elle peut te découvrir un peu plus friendly. Mais tu auras toujours plus d'impact si tu arrives à avoir cette posture de leader. Et les leaders, c'est des gens qui sont sympas, mais qui savent se faire respecter. Si tu es trop friendly, il y a deux choses qui vont se passer. La première, ton prospect, en fait, il n'osera pas te dire non. Pourquoi? Parce qu'il aura peur de te faire de la peine. Deuxième point, c'est que si tu es trop friendly, tu passes d'un côté très friendly, d'un coup, tu viens challenger, la personne, elle va avoir une différence de personnalité, elle ne va pas comprendre. Tu vois. Donc, pour pouvoir avoir cette posture de je suis un leader qui est capable de challenger une personne quand elle est en train de me sortir du bullshit, qu'elle n'a pas envie de passer à l'action, ou que, entre guillemets, elle vient essayer de négocier le prix, par exemple, bah, avoir cette posture et ne pas être hyper friendly, bah, ça va te permettre d'être plus ferme et donc, du coup, mieux vendre. C'est ta force, mais ça ne doit pas devenir ta faiblesse. Et dernier point, en fait, sur le budget, c'est la même chose. Le gars, il t'appelle avec quoi? Il t'appelle avec un iPhone, avec un MacBook, qu'il a payé comment? Avec un prêt, truc. Le gars, il a trouvé de l'argent, tu vois. Donc, si la solution que tu vends, bah, le gars, il n'estime pas avoir le budget pour l'acheter, c'est du bullshit. Il faut que ça vienne de la personne, il ne faut pas que ça vienne de toi. Pas que ce soit toi qui trouves des solutions pour elle, en fait. Mais il faut être ferme. C'est oui, c'est ça. Maintenant, tu as envie d'avancer, tu as envie de trouver des solutions. Bah, quelle solution tu as à ta disposition pour trouver ces Sinon, ça veut dire que tu n'es pas engagé, ce n'est pas ta priorité. Mais ça, c'est une question de posture, en fait. Si toi, tu es persuadé dans ta tête que c'est la meilleure des solutions, t'inquiète pas, la personne elle trouvera des solutions pour acheter. Sinon, elle n'aurait pas d'iPhone, ni de MacBook. Et comment tu challenges ça avant même de l'annoncer le prix? Quel type de questions, par exemple, tu pourrais poser pour la challenger? C'est pas assez fin de dire t'as prévu un budget. Parce que moi, tu me dis je t'ai prévu un budget, je vais toujours te dire le budget le moins cher possible. Bien sûr. Comme tout le monde. Bien sûr. Par exemple, moi, ce que je ferais, je poserais des questions qui vont être autour de ça pour que tu puisses comprendre sa situation financière. C'est-à-dire, par exemple, imagine que tu bosses avec un entrepreneur, c'est ok, tu fais combien de chiffre d'affaires à l'année? Ok, combien tu as de résultats? Ok, le gars il me dit j'ai 30 000 euros de résultats à chaque fin d'année. Ok, très bien. Donc, du coup, cette année, tu vas finir à combien? À peu près 30 000? Ok, très bien. Tu sais que le gars il a 30 000 euros sur son compte. Donc, derrière, s'il te sort une objection bullshit, même il te dit je veux payer en plusieurs fois, bah, gars, tu as 30 000 euros sur ton compte, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Donc, le mieux, c'est de poser des questions qui sont détournées autour du budget pour comprendre la situation, pour que la personne elle ait plus d'excuses pour avancer. Ok, donc ça pertinent par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Mais dans le cas du B2C, vraiment sur de l'accompagnement, comment tu peux le challenger ça? Je surferai autour de sa situation pour comprendre globalement qui il est. Est-ce qu'il a un bon salaire? Est-ce qu'il a une bonne situation professionnelle? Est-ce qu'il a la capacité de trouver des solutions? C'est ça le seul truc que tu dois trouver, c'est est-ce qu'il est capable de trouver des solutions? Est-ce qu'il peut faire, j'encourage pas, mais un prêt? Est-ce qu'il peut vendre quelque chose? Si vraiment c'est sa priorité, il faut qu'il trouve une solution. Et derrière, c'est pas le budget que tu dois challenger, c'est la volonté de le faire. Parce qu'une fois que tu as la volonté de le faire, mon gars, tu trouves toutes les solutions du monde. Regarde-toi. Voilà, principal exemple. Bon, mon cher Guillaume, je pense qu'on a abordé des points assez intéressants. Le closing en fin de call, les douleurs, l'aspect trop friendly, le budget. Moi, ce que je vois en fait énormément qui ressort de toi, c'est beaucoup la posture en fait qui est à améliorer et qu'on va aller travailler. Toi, ça serait quoi les points que tu retiendrais et les actions que tu vas implémenter pour optimiser tout ça? Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment une analyse complémentaire de mes calls. Comme ça, par rapport à la discussion qu'on a pu avoir, ça va vraiment me permettre de déterminer à quel moment j'aurais pu garder cette posture, quelles questions j'aurais pu employer, etc. Comme ça, moi, ça me permet déjà d'avoir vraiment un aperçu global. Et ensuite, c'est appliquer tout simplement ce que tu m'as énoncé. Commencer, pas forcément en étant bien friendly, mais en ayant vraiment ce cadre. Et au fur et à mesure de l'appel, instaurer la confiance justement avec mon prospect. En fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que là, tu vois, tu as eu une superbe évolution. On va en parler tout le long de notre journée, tu vois, mais
moi ça m'est arrivé aussi, il faut que tu t'autorises à être le nouveau Gillian. Tu vois, le Gillian plus charismatique, qui a plus de posture, qui est plus ferme avec les gens, qui va avoir un filtre à bullshit, et qui va commencer, si tu veux, être un leader inspirant parce que ton parcours, si tu veux, il est inspirant. Donc les prospects, quand ils sont en face de toi et qui te sortent des objections bullshit que toi, tu as dépassé depuis des années avec tout ce que tu as vécu, en fait, justement, toi, tu dois être capable de les inspirer et d'être ce Gillian, tu vois, ce nouveau Gillian. Et c'est là où, du coup, tu vas pouvoir signer des deals, signer des plus grosses affaires, parler à des gars qui potentiellement font des millions et qu'en fait, tu parles avec eux. En fait, ils sont à ton niveau, voire tu es au-dessus, tu vois, en termes de mindset. Merci pour toi, Axel. Avec plaisir, Gillian. C'est quoi cet ordi là-bas là? Ça, cet ordinateur, c'est lui qui a fait mes débuts en closing. Je savais plus que j'ai fait mes tout premiers calls. C'est vrai que je me suis dit que tu avais une caméra moyenne. Oh là là, mec. Et après, du coup, tu as pu acheter celui-là? Eh ben, le closing m'a permis d'investir dans du matériel, du coup, plus performant. Ça, je peux vous dire que c'est l'image de la discipline, de la résilience. Parce que quand tu commences à faire des calls avec ça, je peux te dire que mon gars, tu mérites. Hein. Tu m'avais expliqué une histoire comme quoi tu étais rentré chez toi avec les courses là, comme ça. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Je revenais de mes courses, je réalisais vraiment que du coup je gagnais beaucoup plus d'argent, etc. Parce que tu es vraiment parti de genre. J'avais rien, j'étais à moins 500 tous les mois à partir du 7 du mois, enfin je veux dire c'est énorme. Et quand j'ai commencé à faire de très bons mois en closing, j'avais mes 2 sacs de courses, je rentre, je regardais juste mon plafond, j'ai posé mes sacs. Et en vrai, j'ai pleuré, mais du coup, pleurer de joie. Pour le coup, je me dis, mais c'est incroyable comme quoi ça peut très vite changer. Je te dis, mais quelle satisfaction. Je te jure que quand tu me dis ça, déjà, ça me fait des frissons. Et 2, c'est. Comment dire, moi, je te jure, on a fait ça pour l'impact, en fait. T'as changé ma vie. Genre, vraiment, tu vois, je pense qu'il n'y a aucune demi-mesure dans ce que je dis, c'est que tu as changé ma vie, genre. Mec, c'est fort ce que tu me dis là. Ouais, mais c'est réel, tu vois. C'est vraiment réel. Fallait que je m'en sorte, j'avais pas le choix, en tous les cas. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris des risques. Et ça me réussit, donc non, franchement, c'est dingue. Bon. Merci, gars, pour qui tu es. Vraiment. Merci beaucoup. Et on se voit tout à l'heure? Ça marche. Allez. Je suis super nul et ce monsieur également. Vous êtes parti à 16h53 exactement. J'avais un call à 17h. Et j'ai fait mon paiement full cash, tu vois, donc en vrai c'est incroyable. Trop bien, trop bien. Il y a eu pas mal de trucs qu'on s'est dit aussi en off. C'est un truc que tu aimerais refaire régulièrement, genre du physique comme ça? Je trouve que le rapport humain est totalement différent, tu vois, en réel. Parce qu'on a ce qu'on fait ensemble, on a ce qu'on fait en off, etc. Tu vois, et je trouve que les échanges sont beaucoup plus agréables en réel. Ouais, bien sûr. Tu vois. Moi je trouve que là on est dans un marché où tout est digitalisé, tu vois. Et en fait au final le physique, ça a une force incroyable. Ouais. C'est quoi un peu les prochaines étapes que tu aimerais accomplir? Globalement, déjà, c'est monter en grade, tu vois. Je veux pas rester closer, pourquoi pas manager, pourquoi pas un jour HOS, tu vois, concrètement. Head of Sales. Voilà, exactement. Et par la suite, au-delà du closing, c'est de l'investissement. Par rapport du coup aux bénéfices que j'aurais pu avoir grâce au closing, investir et pour sécuriser après tout simplement mon avenir en fait. Ok. En vrai, Gillian, bravo pour ton parcours. Moi, je pense que c'est vraiment que le début. Que ce soit dans la vente et même plus généralement, il y a beaucoup de gens qui peuvent être inspirés par ton parcours. Moi personnellement je le suis pour le coup, gentil, et je te le dis. Donc sois prêt à inspirer les autres et je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci pour toi en tout cas, merci beaucoup. J'étais obligé de le faire. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Aujourd'hui, si vous avez des projets dans la tête, peu importe ce que les gens vous diront, mais faites-les comme bon vous semble, c'est votre vie. Et dans tous les cas, personne ne le fera à votre place.